Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, qui est l'émission Emploi RH de Bismart. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque jour. L'émission est en direct, vous le savez, du lundi au vendredi, avec vos rubriques habituelles. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, l'inclusivité, on va en parler. Qu'est-ce que c'est exactement ? On en parlera parce que c'est une initiative utile, nécessaire pour être productif dans l'entreprise. On fera le point dans quelques instants avec un expert de ce sujet. Smart et Réglo, qui est le focus juridique quotidien. Les 35 heures. Alors on restera évidemment sur une séquence courte, parce qu'on pourrait en parler évidemment des heures. Comment ça marche ? On va essayer d'y voir plus clair entre les forfaits jours, entre ceux qui sont encore aux 35 et d'autres qui sont aux 39 heures. On fera le point avec Émilie Ducor-Prouveau. Le cercle RH, vous le savez, comme chaque vendredi, avec les experts de Smart Job, on va s'intéresser bien sûr à cette liberté retrouvée avec cette épée de Damoclès évidemment d'un reconfinement possible. Et puis on s'intéressera à la petite phrase de Jean Castex hier, le télétravail, tout le monde ne joue pas le jeu et il met la pression sur les entreprises. On fera le point évidemment avec mes invités, mes experts. Et puis dans le livre de Smart Job, technologie partout, démocratie nulle part, c'est un sujet autour évidemment d'Internet, du numérique qui est partout. On fera le point avec l'un des auteurs de ce livre. Il sera avec nous à la fin de notre émission. Tout de suite, notre première rubrique, c'est Bien dans son job et on parle de l'inclusion, de l'inclusivité. C'est la même chose ? Pas sûr. C'est tout de suite. L'inclusion, l'inclusivité, on en parle bien dans son job et aussi bien dans son entreprise. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé sur ce plateau et on va en parler avec quelqu'un qui y consacre sa vie et son activité professionnelle. Jean-Michel Monod, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci de faire un petit détour par le plateau. Vous êtes fondateur d'All Inclusive, rien à voir avec un programme hôtelier touristique évidemment. D'abord quelques mots sur votre parcours parce que l'inclusion, l'inclusivité, c'est votre métier. Vous allez, je dirais, porter la bonne parole dans les entreprises. Pourquoi vous en êtes arrivé là, vous qui partiez d'un univers business, vous étiez à la Sodexo, me semble-t-il. Comment on passe de l'univers business à l'inclusion, à l'inclusivité ? Déjà en considérant que c'est un sujet business. Mais c'est vrai que mon parcours est un parcours très classique, école de commerce et puis 30 et quelques années dans le monde de l'entreprise, chez Adecco, dans l'agroalimentaire et 25 ans chez Sodexo. Et c'est là que j'ai eu l'opportunité en fait de passer du monde du management opérationnel à ce sujet-là, parce qu'il y a une opportunité qui s'est présentée, que ça me donnait l'occasion de faire le lien entre mes convictions personnelles, à savoir que je trouve que l'injustice est insupportable pour moi, et puis en fait la conviction que c'était vachement bien pour les entreprises de pouvoir être diverses et inclusives. Le diagnostic de la difficulté de l'inclusion ou le fait que vous y soyez penché, vous parlez d'injustice. Ça veut dire qu'une partie de la population, en fonction de sa catégorie, sa couleur de peau, se retrouve exclue de postes auxquels il aurait pu avoir droit. C'est ça le fond du problème ? Clairement, en fait, il faut se rebaser sur les fondamentaux en disant c'est quoi la diversité, c'est quoi l'inclusion. Oui. On dit la diversité, c'est compter les gens. Et l'inclusion, c'est faire que les gens comptent, faire que les individus comptent. Et quand on regarde les critères de diversité, on les limite souvent au genre, à la couleur de peau, au handicap. En fait, c'est beaucoup plus large que ça. C'est nos parcours, nos convictions, nos opinions, notre culture, nos valeurs. Et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui avancent plus vite que d'autres. Et en dehors du fait que ce soit injuste, c'est certainement aussi pas très efficace pour les organisations. Quel est l'argument que vous apportez dans l'entreprise quand l'entreprise vous ouvre la porte pour la première fois ? C'est-à-dire qu'on vous reçoit, on a pris contact avec vous par le biais de votre site internet par exemple, ou d'un bouche à oreille. L'entreprise vous ouvre et vous avez une réunion. C'est quoi les premiers mots que vous évoquez pour immédiatement connecter et faire comprendre au patron que vous avez en face l'utilité du sujet ? La première chose, c'est de dire justement, passons de la diversité seule à la diversité et l'inclusion. La diversité n'a de valeur que s'il y a de l'inclusion, et il faut faire comprendre ça. Ensuite, il faut clarifier pourquoi c'est un sujet d'entreprise. Ah oui ? Parce que beaucoup se disent, c'est un sujet de vie privée, c'est un sujet sociétal. Un gadget presque. Ouais, c'est gadget, ça fait joli, c'est bien dans notre rapport RSE éventuellement. Et puis, en fait, quand on arrive à faire le lien entre ça et la performance de l'entreprise, dire, si on sait être divers, mais surtout si on sait être inclusif, c'est-à-dire valoriser la diversité au quotidien, on va être plus intelligent. On parle beaucoup d'intelligence collective aujourd'hui. Comment voulez-vous avoir une intelligence collective avec des clones ? C'est évidemment avec des perspectives différentes qu'on peut avoir une efficacité d'équipe, une vision de ces marchés, une vision de ces équipes qui fonctionnent et qui soient mobiles et agiles. Les clones, c'est l'endogamie qu'on peut retrouver à très haut niveau entre les polytechniciens, les centraliens, ceux qui ont fait la même école de commerce, finalement, qui se cooptent entre eux. Votre argument, c'est de dire quoi ? C'est de dire comment vous les orientez très concrètement ? Parce que la philosophie, on l'a comprise. Ensuite, il faut passer à l'action. Comment vous faites passer l'entreprise à l'action ? Comment vous la faites changer ? La première chose, c'est une
prise de conscience individuelle et qui est émotionnelle avant d'être raisonnable. On pourrait se dire, il suffit d'avoir un cerveau pour comprendre que c'est du bon sens, ce sujet-là. Mais en fait, il faut pouvoir ressentir. Moi qui fais partie de la majorité, hommes, traditionnel parcours dans l'entreprise, école de commerce, je ne sais pas ce Blanc, hétéro, hétéro 50 ans. Hétéro, voilà, 50 ans c'est gentil, mais en fait je n'ai jamais vécu l'expérience d'être celui ou celle qui est à côté. Donc il faut mettre les gens en situation de comprendre, de ressentir. Donc le sujet des valeurs, de l'émotion est d'abord la porte d'entrée. On dit pour un comité de direction il faut parler cerveau, argent, c'est pas vrai. La première chose qui les convainc, c'est le fait de dire qu'ils sont des êtres humains, qu'ils ont des valeurs d'entreprise, qu'ils ont des enfants, des familles et qu'ils voient des choses qui ne leur plaisent pas. Ensuite, on peut argumenter en disant mais en quoi ça nous freine si on n'est pas assez inclusif et qu'est-ce qu'on peut y gagner éventuellement et pas juste en argent mais en engagement des collaborateurs, parce que s'il y a bien un élément important, c'est de dire comment voulez-vous avoir des collaborateurs, des collaboratrices qui sont engagés s'ils ne se sentent pas respectés pour ce qu'ils sont. Et très concrètement, vous leur faites une proposition d'un suivi sur une année, j'imagine, et vous les accompagnez dans des démarches. Ouais. Concrètement, votre mission, c'est quoi? Vous êtes là pendant les entretiens, vous êtes là pendant les sélections, vous dites celui-ci me semble intéressant, même s'il ne correspond pas aux critères classiques. Est-ce que c'est ça votre mission? Alors ça peut en faire partie, mais ça, ce n'est que le recrutement. L'exemple classique d'une mission, m'est arrivé il n'y a pas très longtemps avec une entreprise, une start-up française qui a un développement génial à l'international, qui dit on ne sait pas trop où on en est sur le sujet. Donc faites-nous une photo de c'est quoi la diversité chez nous. Je leur dis je le fais, mais si je peux faire aussi l'inclusion. Donc la diversité, compter les gens, on a regardé Ça, c'est un audit. Ouais, c'est ça, avec des données RH. Là, pour le coup, les systèmes RH sont super importants et cette boîte-là avait des super données. Mais après, c'est quoi l'inclusion? C'est la perception qu'on a en tant que salarié. Bien sûr. Donc là, on a été interroger l'ensemble des salariés sur leur perception de l'inclusion, donc le respect qu'ils ressentent sur ce qu'ils sont et leur capacité à évoluer. Et ça, c'est super riche. Mais vous, Jean-Michel Bonneau, vous êtes obligé quand même, dans votre acte de vente, parce que vous êtes une entreprise, d'expliquer à l'entreprise qu'elle va être gagnante. Il y a bien un moment donné, il faut que vous apportiez quelques preuves, ou en disant, écoutez, chiche, on tape, et vous verrez que dans un an, vos résultats seront meilleurs. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Oui, il y a quand même l'enjeu financier pour l'entreprise. C'est sûr que je suis un coût, parce qu'en fait, je ne suis pas une ONG, donc ils attendent en effet qu'il y ait un impact. Mais l'impact, bizarrement, ils ne l'attendent pas comme en retour sur investissement classique, en disant je mets un euro, je veux avoir 2 euros. Ils disent je voudrais quand même, aidez-moi à mesurer l'impact. Alors, vous allez pouvoir le mesurer sur vos chiffres de diversité, mais aussi sur la perception de l'inclusion, parce que ça s'objective. On peut mesurer l'inclusion. Vous pouvez le mesurer aussi sur votre capacité à remporter des marchés. Il y a des entreprises qui aujourd'hui sont en face de clients qui leur disent dites-nous ce que vous faites sur ce sujet-là. Il y a les clauses sociales dans les marchés publics, mais de plus en plus, les entreprises disent je veux savoir avec qui je travaille et montrez-moi ce que vous faites en termes de diversité et d'inclusion. Il n'y a pas que le fait de travailler des enfants ou de la planète. Mais concrètement, quand vous parlez d'inclusion, il est question très concrètement, parce que ce sont des mots un peu valises qui cachent les mots en fait. Le mot inclusion, c'est de dire je ne recrute pas quelqu'un qui vient d'un quartier de banlieue, je ne recrute pas quelqu'un qui est noir de peau, je ne recrute pas quelqu'un qui est d'origine maghrébine. Est-ce que c'est de ça dont il est question? Oui. Pour être extrêmement concret. Ça, c'est l'exclusion, justement. Ça, c'est l'exclusion. Mais vous dites, mais intégrer ces personnes-là. L'inclusion, en fait, le meilleur slogan d'inclusion, c'est McDo. Venez comme vous êtes. C'est ça qu'on veut dire. C'est très réussi. C'est super Un court. slogan. Et si vous réfléchissez au slogan, à qui il s'adresse pour McDo? Il s'adresse à leurs clients, mais il s'adresse aussi à leurs salariés. Évidemment. Vous voyez, les pubs employeurs qu'ils font depuis 15 ans au moins, c'était les premiers à le faire. C'est vrai. Aujourd'hui, on le voit avec d'autres. Je vois passer une pub pour Amazon en ce moment. Je sais Exact, pas si vous l'avez ils vu. font la même chose. Voilà, en disant avec une jeune femme qui dit moi je suis du Congo, je suis venu pour des sécurités. Donc ils ont bien compris Campagne le télé. lien. Campagne télé. D'accord, absolument, oui. Donc ça veut dire que c'est de ça dont il est question dans vos discussions. Ouais, c'est l'engagement des collaborateurs, c'est la capacité aussi à offrir les meilleurs services à leurs clients en disant comment voulez-vous comprendre les attentes de vos clients divers si vous ne les reflétez pas. Si vous avez que des gens qui sortent des mêmes écoles, des mêmes quartiers, qui ont les mêmes parcours, vous allez pouvoir répondre aux besoins de ces gens-là. Mais vous n'irez pas répondre aux besoins des gens qui ont grandi à Brest, à Mâcon comme moi, ou qui habitent en Normandie comme moi maintenant, parce que vous êtes super loin et que vous avez un parcours qui est hors sol. Donc ça veut dire, avant de nous quitter, qu'il y a la relation qu'on évoquait avec Olivier Sibony, qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire globalement les a priori que l'on se fait sur quelqu'un très rapidement parce que vestimentaire, couleur de peau, et donc il y a une sorte de sociotype et de déterminisme. C'est ça le danger. C'est ça, on est tous sujets aux biais inconscients. Vous appelez
appelez ça bien conscient. Hein. Oui, bien conscient, bien cognitif. C'est la même chose. Oui, absolument. C'est le fait de dire, on regarde les gens, pas comme ils sont, mais comme nous sommes. Hein, c'est cette citation d'Anaïs Nin, ne regardons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes, et avec notre paire de lunettes, avec nos filtres, avec mes expériences. Moi, j'ai un ressenti sur vous qui serait différent de quelqu'un d'autre qui aura un parcours un peu différent. En fonction de l'endroit où on se situe et de la place que l'on... perspective. Vous me disiez que vous étiez un homme heureux. C'est intéressant d'entendre dans cette crise, comme ça, dans cette transformation, parce que ce sont vos mots, hein, parce que vous venez tous les jours au travail pour changer le monde. C'est la perception que vous avez de votre mission. Oui, clairement, je fais quelque chose d'utile à mes yeux, et je suis obsédé par l'idée d'impact. Comment je peux aider les entreprises à avoir de l'impact, à améliorer la qualité de vie de leurs équipes. Et ça, c'est top, parce que c'est un lien entre le monde de l'entreprise qui est un monde que j'adore, et puis des valeurs personnelles autour de l'ouverture aux autres qui me rend heureux. Vous êtes le tiret, vous êtes le cordon ombilical finalement entre ces deux univers. Puis je rappelle le coup de torchon, c'était en 2017, c'est ça? C'était oui, ça c'était un spectacle. Un spectacle important pour vous. Sur le sexisme, absolument, créé, écrit par des comédiennes amateurs dans ma bonne ville de Gaillon, et qui a eu un grand succès. Ouais. Donc je suis super fier, moi je n'étais que coproducteur. Mais qui reste dans cet esprit-là finalement aussi. Totalement. De donner, de permettre à des personnes qui au départ n'étaient pas des comédiennes de pouvoir aussi prouver qu'on peut vivre ses rêves aussi, c'est ça qui est important. Merci Jean-Michel Monod de nous avoir partagé votre passion pour l'inclusion, l'inclusivité et la diversité, parce que tout ça est évidemment intimement lié. All Inclusive, c'est l'entreprise. Passion, parce que c'est aussi une passion pour Jean-Michel Monod. Merci d'avoir fait un détour par le plateau de Smart Job. Vous revenez quand vous voulez, évidemment. Merci. Smart et Réglo, le droit. Bah oui, parce que les chefs d'entreprise parlent diversité, mais ils parlent aussi 35 heures. Là, c'est un sujet sérieux, très technique. Ce sont des lois successives, les fameuses lois Aubry. Qu'en est-il exactement de ces 35 heures? Quesaco, forfait jour ou pas forfait jour? C'est tout de suite. Smart et Réglo, le droit, rien que le droit. Les 35 heures, oh là 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 là, que c'est compliqué les 35 heures. Quand on est salarié, quand on est chef d'entreprise, on demande souvent à son comptable, à son commissaire, réglez-moi cette histoire des 35 heures, j'y comprends rien. Globalement, c'est un peu ça. On va en parler, on va essayer d'y voir clair avec beaucoup de pédagogie, avec une avocate aujourd'hui qui est avec nous, Émilie Ducor-Prouveau. Merci d'être là, avocate associée au cabinet BDO, spécialiste du droit social. Commençons par le début. 35 heures, tout le monde est aux 35 heures ou pas? Basiquement, il y a des lois qui ont été votées, la Aubry 1, la Aubry 2, qui ont fixé un horaire hebdomadaire de 35 heures. Et quand on regarde le travail on s'aperçoit que non, tout le monde n'est pas aux 35 heures. Et non, absolument pas. Donc, contrairement aux idées reçues, les Français ne sont pas moins travailleurs que les autres. Tout le monde n'est pas aux 35 heures. Il y a évidemment les 35 heures depuis la loi Aubry, comme vous l'avez dit, donc qui est applicable depuis 2000. Mais bien évidemment, il existe d'autres régimes qui existent et qui permettent donc de déroger. C'est une durée de référence. C'est la référence. Voilà, exactement. C'est la référence. Donc il y a, ce n'est pas une durée minimum. Vous avez évidemment des salariés qui sont à temps partiel. Donc le minimum du temps partiel, c'est 24 heures, il faut savoir, en France. Mais il y a aussi, ce n'est pas non plus une durée maximum. On peut faire plus. Exactement, on peut faire plus. C'est 48 heures, la durée maximale de travail hebdomadaire? Alors, la durée maximale dans une semaine, dans une semaine donnée, c'est 48 heures en tout état de cause. Mais en fait, il y a un double encadrement, c'est-à-dire que vous pouvez quand même demander à un salarié de travailler sur une période consécutive de 12 semaines consécutives, vous pouvez demander à un salarié de travailler 44 heures en moyenne. D'accord. Voilà, mais ce sera la moyenne. Mettre avec des heures sup, quand on dépasse les 35 heures, pour ce salarié qui n'est pas au forfait jour, on va en parler, toute heure dépassée au-delà de 35, c'est des heures supplémentaires. Voilà, alors vous avez exactement, donc sauf si on met en place les régimes dérogatoires dont on va parler tout à l'heure, mais donc en fait vous avez plusieurs moyens en fait de dépasser les 35 heures. Enfin, il faut savoir qu'il y a des conventions collectives, parce que le droit du travail, c'est à la fois le code du travail, et vous avez également les conventions collectives de branche ou les accords collectifs d'entreprise qui vont s'appliquer. Et donc, qui vont pouvoir déroger à cette durée du travail. Donc, par exemple, chez vous, les journalistes, avec quelques exceptions près dans la presse quotidienne, c'est 39. Chez vous, c'est 39, exactement. Et pour la convention collective communément appelée HCR, Hôtel, Café, Restaurant, les pauvres, on pense à eux en ce moment. On pense à eux, donc c'est 39 heures également. Et
voilà, donc ça c'est une première manière de déroger, donc si votre convention collective ou votre accord d'entreprise l'autorise. Par ailleurs, vous avez également, bien sûr, l'employeur a la possibilité de demander à un salarié d'effectuer des heures supplémentaires. Ça, c'est tendu parce que les tarifs ne sont pas les mêmes, qu'on commence par les 5 premières heures ou qu'il y ait les heures supplémentaires. Ouais. C'est quoi? C'est 10% pour les premières heures, le paiement? Alors non, c'est en fait le minimum, c'est 10%. Minimum. Mais donc ça va dépendre encore une fois de la convention collective applicable. Cependant, à défaut de dispositions dans la convention collective, et ce qui se passe communément, c'est en fait on applique le code du travail, c'est 25% pour les 8 premières heures. Et après, c'est mieux payé. Et ensuite, c'est 50%. Oui, voilà. d'accord. Et donc, vous pouvez soit rémunérer vos heures supplémentaires, soit vous pouvez, à la place, prévoir un temps de repos, un repos compensateur équivalent, ce qu'on appelle un repos compensateur qui ne sont équivalent. pas payés en argent sonnant et trébuchant, mais en repos. Vous allez avoir des jours de repos. Alors, il y a un sujet très sensible, parce que ça, les avocats, évidemment, sont très, très souvent sollicités sur ce fameux forfait jour. Oui, le forfait Alors jour. là, on était pour des salariés dont on compte leurs heures au-delà de 35. Exactement. Et on vérifie s'il y a un accord ou pas. Mais le forfait jour, très sensible, Ouais. c'est pour les cadres. Alors, qu'est-ce que dit... Pas seulement, bien sûr, mais les cadres sont principalement impactés. Ouais, effectivement. Qu'est-ce que dit la loi sur le forfait jour? Alors, le forfait jour, donc c'est un régime dérogatoire, voilà, on l'a bien compris. Donc, vous avez, déjà, il faut savoir que globalement, il y a plusieurs types de forfaits. Vous avez des forfaits en heures et des forfaits jours. Donc, les forfaits jours, c'est annuel. Le maximum, donc en fait, c'est-à-dire que le principe, c'est que vous allez être rémunéré pour travailler, non pas un certain nombre d'heures, mais un certain nombre de jours dans l'année. Maximum 218 jours. Mais c'est strictement encadré. Donc la première condition, c'est qu'il faut que votre accord collectif ou votre convention collective de branche le prévoie. Il faut l'accord du salarié. Et dernière condition, il faut appartenir à une catégorie de salariés éligibles, c'est-à-dire que vous disposiez d'une réelle autonomie dans l'organisation de votre emploi du temps. Un emploi posté, ça ne marche pas. Non, exactement. On est d'accord. C'est-à-dire, voilà, il faut que vous ne soyez pas soumis à l'horaire collectif. Et dans ce cas-là, donc, on peut vous proposer, dans le cadre de votre contrat de travail, un forfait jour. Donc, vous allez travailler 218 jours dans l'année. Maximum. Maximum. Donc, c'est-à-dire que vous allez travailler, voilà, ce n'est pas plus, pas moins. Ce qui veut dire, concrètement, que comme dans une année, il y a plus de jours, même après avoir donc 365 jours, on va décompter il y a les week-ends, il y a bien sûr, les jours fériés, et ce qui fait qu'en fait, vous allez avoir droit à des jours, ce qu'on appelle communément les jours de RTT, mais c'est une erreur de langage, en fait, ce sont des jours de repos, parce que les jours de RTT, c'est quand on baisse de 39 à 35. C'était le différentiel entre 39 et 35. Ça, c'était les RTT. Vous avez raison. Donc, ce sont les jours de repos et qui vont correspondre à 10-11 jours dans l'année. Donc voilà, c'est un premier avantage pour le salarié. Après, il faut savoir que, attention, parce que c'est un peu un terrain glissant, le forfait jour. Très glissant. C'est très glissant. Les cadres s'en plaignent. Oui, tout à fait. Ils travaillent des heures très larges. Voilà, du côté des salariés, c'est un terrain glissant, effectivement, parce que comme il n'y a pas de limitation d'horaire, alors il faut savoir que quand même les durées maximales dont on a parlé tout à l'heure, elles s'appliquent. Oui, bien sûr. Elles s'appliquent. Vous ne pouvez pas être corvéable à merci, travailler toute la nuit. Elles s'appliquent, mais dans les faits, elles ne sont pas toujours respectées. C'est un sujet. Mais l'employeur a une obligation de suivre le temps de travail. Il a une obligation d'organiser au moins un entretien sur les conventions collectives, un entretien annuel. Ouais. Voilà, annuel. Et il doit s'assurer de la charge de travail du salarié, des amplitudes horaires. Il doit s'assurer de l'équilibre également entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et s'il ne fait pas tout ça, le salarié aura des moyens d'action à l'encontre de son employeur pour contester, pour remettre en cause la validité du forfait jour. Émilie, avant de nous quitter, on a vu les deux, parce que les 35 heures, vous pourriez rester avec nous quelques heures, parce que c'est un hydre très complexe, mais il y a eu un débat sur ces 35 heures. Est-ce qu'avec cette loi 35 heures qui est appliquée aujourd'hui, qui a été dérogée, il y a eu pas mal de lois successives pour les contourner, pour les aménager, est-ce que les Français travaillent plus ou moins que leurs collègues allemands ou espagnols? Alors, il y a une étude très intéressante qui a été publiée, alors qui malheureusement date un peu, mais en 2018, par le ministère du Travail, qui a comparé 8 pays. Et on voit que finalement, les Français sont en troisième position parmi les pays les plus travailleurs. Ils travaillent en moyenne 36,3 heures par semaine, alors que... Et donc au-dessus, vous avez les Espagnols à 36,4, c'est une énorme différence, et les Anglais à 37,8. C'est ça. Donc on est travailleurs en France. On est travailleurs et productifs, ce qui d'ailleurs est une cause, qui est un élément qui justifie... Et je pense que c'est même une certitude, depuis la crise sanitaire, les Français
Français travaillent encore plus. Encore Le plus. télétravail, je l'entends chez tous mes clients. Oui, ça génère ça et des génère- amplitudes différentes. D'ailleurs, Oui, vous, les avocats, parce que- vous devez vous pencher sur cette question. Tout à fait. C'est quoi une journée de Tout à travail fait. soumise aux 35 heures quand on est à la maison? Tout à fait, effectivement, ouais, tout à fait. Ça parce reste que- assez évanescent. Exactement. Alors en théorie, vous faites 35 heures, c'est votre temps de travail effectif en théorie, pendant bien sûr. lequel vous êtes à la disposition de votre employeur. Mais bien sûr, évidemment, le contrôle du travail est plus compliqué à faire oui. quand vous n'êtes pas sur le lieu de travail. Émilie, c'était l'épisode 1, vous l'aurez compris, épisode 1 des 35 heures, parce qu'on va feuilletonner forcément sur ces 35 heures. Il y a plein d'autres sujets dont vous n'avez pas pu parler. Tout à fait. Émilie Ducor-Prouveau, avocate associée BDO, spécialiste en droit social. Épisode 1, 35 heures. On vous retrouve bientôt, Avec peut-être grand pour nous plaisir. faire des propositions de Avec tout ce grand qui a plaisir. été la jurisprudence, peut-être même des 35 heures, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont empilées. Merci d'être venu sur notre plateau pour Smart et Réglo. On va faire une Merci petite à pause vous. café. C'est chaque jour cette pause café avec Fanny Griesmer. Vous allez voir, j'ai envie de dire, on va sourire parce que c'est l'association de noms, de notre nom patronymique et de notre métier. Et parfois, vous allez voir, ça se ressemble. Oui, on a des noms parfois qui collent avec eh bien, la fonction que l'on occupe. C'est très, très original. Et c'est Fanny Griesmer, évidemment. C'est tout de suite. Pause café avec Fanny Griesmer, comme chaque jour. C'est toujours un plaisir de vous voir apparaître dans la lumière. Vous avez vu comme ça, hop, la lumière apparaît sur vous. C'est intéressant votre chronique. Alors on a des chroniques techniques, des chroniques sociologiques. Aujourd'hui, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est une chronique. Il y a beaucoup de sociologie, de psychanalyse C'est de la dedans. psychanalyse. C'est-à-dire l'association Et d'un l'étude métier des et d'un mots nom. aussi. Étude des Exactement. mœurs. Alors vous êtes penché à une liste de noms et de fonctions, et parfois ça colle. Notamment avec votre boucher, j'ai beaucoup ri, parce que je Voilà. le connais ce boucher en plus. Mais j'adore vous raconter ma vie, voilà. C'est vrai. Entre nous, avant émission, là, je vais la raconter sur le plateau. En fait, je vais vous partager un petit moment, un questionnement que j'ai eu le week-end dernier. J'arpentais les rues du 15e arrondissement, Ah oui. rue Félix Faure, quand mon regard s'est figé sur la devanture d'une boutique, une boucherie en l'occurrence. La boucherie Leboeuf, où officie Je la un connais. certain Romain Leboeuf, boucher, donc, et ce n'est pas rien, meilleur ouvrier de France. C'est vrai. Monsieur Leboeuf, profession boucher, hasard, concours de circonstances, ou destinée, je me suis penchée sur la question. Dans mes recherches, j'ai découvert que cela portait un nom, l'aptonyme. C'est un mot qui est en- L'aptonyme. c'est un mot qui est entré dans le Larousse en 2018 avec la définition suivante. Nom de famille qui semble refléter plaisamment l'occupation professionnelle notamment de quelqu'un. Définition affublée d'un exemple très concret dans le dictionnaire. Exemple, Madame Piedroit, podologue. Alors, On pense que les c'est un patronymes, canular. Ça nous fait parfois sourire. C'est d'autant plus vrai lorsque le nom de famille ressemble au métier exercé par la personne en question. Mais c'est une science. Est-ce qu'on peut C'est même en une faire un science. modèle? Exactement. Et ça s'appelle l'aptonymie. C'est la science qui étudie le lien entre le patronyme et l'activité de celui qui le porte. Ce qui compte dans la discipline, c'est pas la graphie, c'est ce que l'on entend. Par exemple, vous appelez Monsieur ou Madame Poulet, P-O-U-L-A-Y. Mais Alors, ça ne suffit pas. Vous appelez Poulet, c'est très bien. Et ils vendent des tant volailles mieux pour peut-être. vous. Ouais, ouais. Voilà, pour que votre nom soit reconnu comme aptonyme, vous devez faire carrière soit dans la volaille, soit éventuellement travailler dans la police nationale. Mais ce qui serait une dérivation du mot, puisque c'est le mot argotique de la police. Exactement. Alors c'est vrai que le sujet a assez peu exploré en France. Ouais, c'est peu... En revanche, les Québécois, on serait très friands. Alors, c'est même un néologisme, aptonyme, apte qui veut dire approprié ou qui convient, et onyme, le suffixe qui veut dire non. Alors, il y a des études très sérieuses qui sont menées au Québec. Il y a même des centres de recherche, des travaux qui sortent chaque année, réalisés avec l'appui de généalogistes et d'experts en onomastique. C'est l'étude des noms propres. Alors, qu'est-ce qu'on apprend comme mot aujourd'hui? Aptonie, mononastique. On s'en rappellera peut-être pas lundi, l'aptonie. mais... Non, mais je me rappellerai lundi de l'aptonie. C'est intéressant, mais il y a quand même un travail d'historien et je dirais presque d'ethnologue, c'est-à-dire que même dans les lieux-dits, on se souvient que des lieux-dits correspondent parfois le four à chaud. On sait qu'à cet endroit, Sur certaines professions, il y a des professions qui sont en lien. des Peut-être que les générations ancêtres avec, étaient... voilà, des métiers que l'on a retrouvés. En tout cas, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment un hasard si Mais il y a- M. Barrault est avocat, Ouais, et Madame Picma, la fermière. voilà, par exemple, et j'espère qu'elle pique bien. Alors non, c'est pas forcément un hasard. L'aptonymie D'accord. n'est pas automatique, ceci dit. Par exemple, Corneille n'est pas devenu... Un oiseau. non plus, mais il n'a pas étudié les oiseaux non plus. Madame Leboeuf non plus, que j'ai croisée en
en seconde qui a décidé d'embrasser la carrière de professeur de mathématiques non plus. Voilà, Ou le célèbre footballeur. Exactement, on n'est pas champion du monde pour autant. Mais quand le patronyme influence la profession, on se dit que forcément il y a une influence. Le patronyme que l'on ne choisit pas orienterait pourtant notre choix de carrière. Donc il y aurait une incidence psychanalytique, c'est invisible. Alors, on parle de déterminisme nominatif. Alors, Ouais. derrière, il y a une théorie, celle de l'égoïsme implicite. En fait, il y a toute une série de choix que l'on ferait dans la vie qui seraient fortement influencés par le nom, le prénom et même le nom, les lettres qui composent notre nom et notre prénom. On serait très attachés. C'est très compliqué. En tout cas, il y aurait une double influence parce qu'en réalité, vous êtes conditionné dès l'enfance. Vous portez Oui, c'est vrai. un patronyme différenciant. C'est d'ailleurs ce qui nous différencie par rapport au prénom. Et ce serait un signifiant déterminant, puisqu'il y a le regard des autres aussi. Et vous savez que quand on est petit, à la cour de récréation, vous avez un nom de famille. On trouve des jeux de mots, on trouve des rimes, on trouve C'est plein de choses. parfois très agaçant pour les enfants, d'ailleurs. Des fois, finalement, ça nous conditionne. Vous appelez boulanger, vous dites pourquoi je ne serais pas boulanger, en fait. Mais vous avez une liste de noms, là, Oui. avant de nous quitter, qui sont effectivement assez signifiants. Des cas célèbres, hein. Et Benjamin Millepied, que des stars, quoi. danseur et chorégraphe. Pierre Plouffe, Ça, je ne connaissais pas. moi celui-là. non plus, champion du monde de ski nautique. Ouais. Alors, j'aime beaucoup celui-là aussi. Michael Gélabal, joueur talentueux de basket. Effectivement, il s'appelle bien, j'ai Et la balle. côté politique, Charles de Gaulle, Mais c'est tellement président de la évident. République française. Bah oui. Édith Cresson, qui a été ministre de l'Agriculture. Jacques Delors, ministre des Finances. Jacques Lang, ministre de la Culture et de la Communication. Non, alors, dans votre théorie de l'apnonie, on n'arrive pas à savoir si c'est le nom qui influe ou si c'est parce qu'on porte ce nom qu'on se dit qu'on va aller vers ce métier. Je pense que c'est parce qu'on porte ce nom que l'on va peut-être, potentiellement, vers ce métier. Et c'est vrai qu'il y a une étude qui a été faite, je crois qu'il y a un recensement qui a été fait en 97 sur le nombre de boulangers qui portaient le nom de boulanger. Et là, c'est très, très, très courant. En revanche, je ne vais pas vous laisser sans vous dire que, Non. à l'inverse, quand un nom semble utilisé à contre-emploi, on va parler de contre-aptonyme. Je vais vous donner un exemple pour illustrer mon propos. Un dernier. Monsieur Frisquet, qui serait chauffagiste. Ou, plus célèbre, David Douillet, le célèbre judoka, qui ne l'est certainement pas. Ouais, c'est vraiment à la fois très drôle et humoristique, et on y voit que dans l'aptonie, il y a quand même J'ai cherché une science. parce que à Ardouin, Mais bien sûr, c'est un c'est nom tentant. commun. C'est tentant. Je vais aller chercher la signification de votre nom. de famille. Allez-y, je tremble. Ami valeureux. Ben, je suis un ami valeureux. Oui, mais alors quel métier pouvez-vous exercer? Bah, Chevalier Ouais, chevalier peut-être. voilà. Chevalier qu'un cheval et qu'un bouclier peut-être. En tout cas, je suis un ami valeureux, ça me touche beaucoup. C'est beau. C'est tout à Et fait ça moi. influence votre comportement. Et je suis ben, c'est persuadée. évident, mais comme je ne savais pas que j'étais un ami valeureux il y a encore une seconde, bon, voilà. Merci Ça vous Fanny. met la pression. Et puis je vais aller voir Fanny Griesmer, puisqu'évidemment, Je vous le dis, Griès, ça veut dire semoule. Donc peut-être Semoule. une carrière, un restaurant de couscous. couscous Éventuellement. ou alors dans le blé, l'agriculture, puisqu'en fait tout ça vient de la terre. La semoule, on a appris plein de choses. L'aptonie, voilà un mot original. Chercheur en aptonie. C'était votre petite pause café. On est parti à la rencontre de noms oui, là. un peu extravagants. On a exploré d'autres Et mondes. pousser la boutique de chez Leboeuf, parce que c'est un monsieur formidable Oui. qui défend Qui fait- la viande de qualité. Il mature ses viandes. Absolument, c'est un grand monsieur. Fin de la pause café, petite pause tout court d'ailleurs, avec dans quelques instants eh bien, nos experts, les experts de Smart Job. On va essayer d'analyser leur nom d'ailleurs, peut-être ça va me donner Je l'ai fait avec monsieur Jean-Michel Garrigue. Garrigue. Voilà, Vous il l'a pouvez fait lui en avec tout parler. le monde. Méfiez-vous, on va être ausculté. C'est la pause, c'est tout de suite, c'est le cercle RH et les experts. On s'intéresse au télétravail, à cette liberté retrouvée et sous conditions. On fait le point avec nos invités tout de suite après cette courte pause. Le cercle RH avec mes invités, les experts de Smart Job, comme chaque vendredi. 2 experts sont avec moi pour commenter l'actualité. Alors, elle est à la fois très riche et puis, je dirais, un peu plus légère que les semaines précédentes parce que toutes les semaines, on parlait de confinement, de difficultés. Là, aujourd'hui, il y a comme ça une petite bouffée d'oxygène où les Français retrouvent un semblant de liberté. Je dis bien un semblant, toujours couvre-feu à 18h, mais avec une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Attention, c'est sous condition. Et puis, il y a ce discours hier de Jean Castex qu'on va commenter où il y a quand même l'idée que le
télétravail est en train de... Voilà, c'est à la différence de l'eau qui monte en France en ce moment, le télétravail descend, il y a une décrue, les entreprises jouent moins le jeu, et on va faire le point avec des chiffres de notre économie qui ne sont pas si mauvais que cela, avec pas un rebond, mais en tout cas une économie qui tient le coup, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Stewart Shaw est à ma droite, consultant en stratégie d'opinion chez Via Voice. Merci Stewart d'être avec nous, vous êtes un habitué de notre émission. Puis Jean-Michel Garrigue, bonjour Jean-Michel, vous êtes directeur associé en charge des RH et du développement chez BLB Associés, vous-même ancien directeur des ressources humaines. Tiens, commençons par vous. Quand un Premier ministre, dans un discours un peu attendu, puisqu'il venait prolonger une semaine autour de l'idée que les Français n'allaient pas être confinés, qui montre du doigt les entreprises qui ne jouent pas le jeu, si vous aviez été DRH, vous auriez dit quoi ? Qu'il se mêle de ses affaires ? C'est un jeu, vous savez, on connaissait c'est l'abadage, la critique est aisée, mais l'art est difficile. On se rend compte que c'est compliqué pour les pouvoirs publics de dire en même temps tout et son contraire. C'est-à-dire à la fois de soutenir l'économie pour qu'elle ne s'écroule pas, donc de dire aux entreprises, grosso modo, vous travaillez comme avant du mieux possible. Et puis de notre côté, de dire 100% télétravail, attention, mesures sanitaires, distance de sécurité. En fait, les discours sont forcément un peu différents selon les ministères, avec Jean Castex en haut qui essaie de, comment dirais-je, de ne pas se contredire en permanence. Mais c'est vrai que, on le voit bien, Elisabeth Borne, qui n'est pas ministre des Transports, ça c'est un petit clin d'œil à Fanny. Vous a marqué sa chronique. Le ministre du Travail, qui donc réunit les secteurs d'activité dans lesquels il semble que le télétravail soit le moins respecté pour justement les sensibiliser. Et puis, de notre côté, les entreprises sont incitées à travailler, notamment les entreprises qui ont beaucoup de collaborateurs opérationnels, la distribution, le BTP, là, il faut être etc. présent, Voilà. Où là, il faut être présent sur le lieu de travail. Et donc, il y a un peu... C'est parfois un peu schizophrénique, si je puis dire, comme attitude. Et on n'a pas les coulisses des discussions entre ministres et Premier ministre et le Président, parce que j'imagine que les choses doivent être tendues, entre le ministre de l'économie, entre le ministre de la Santé, entre tous les acteurs de l'économie qui, d'un côté, doivent tirer de l'autre et puis, évidemment, protéger la santé des... Le télétravail, dans les études d'opinion, on va revenir, évidemment, à l'embellie d'Emmanuel Macron, parce qu'il a pris 3 points dans le dernier sondage depuis qu'on n'a pas reconfiné. Mais sur cette question du télétravail, quelle est la relation des Français avec cette nouvelle façon de travailler dont on nous dit d'ailleurs qu'elle va s'institutionnaliser, c'est qu'on va devoir s'habituer à ces nouvelles formes de travail, qu'on ne reviendra pas en arrière. Ils y adhèrent pas, c'est eux qui sont plutôt demandeurs et plutôt leur patron ou leur manager qui freinent. Comment est-ce que vous avez une étude là-dessus ? Oui, alors c'est très bien de m'intervenir dessus parce qu'on publie dans Ouzbek Erika ce matin une étude sur le rapport au travail des Français. Alors, il y a, moi je pense, une idée phare qui je mérite vraiment d'être débattue, c'est pour les Français, le travail, d'abord, c'est les autres. C'est un rapport aux autres. Et ça, c'est un indicateur, c'est une constante qu'il faut avoir en tête quand on imagine le monde d'après, le monde du travail. C'est vraiment intéressant ça. On le découvre à l'aune de la crise là. Absolument. C'est un rapport. Le travail, c'est d'abord un rapport aux autres. Ça, c'est la première chose. Sur le télétravail, je pense qu'il y a une idée aussi qui me traverse l'esprit, c'est qu'on parle beaucoup d'enjeux macroéconomiques en ce moment, évidemment, avec les conséquences économiques de la crise sanitaire, mais on parle peut-être un peu moins des enjeux, je dirais, microéconomiques, c'est-à-dire en interne même des entreprises. Nous, on a fait une étude pour le baromètre des décideurs. Plus près, ouais. Exactement, pour HEC et BFM Business dans le Figaro, qui montre qu'il y a une grande partie des actifs français qui considèrent que le climat dans leur entreprise s'est dégradé ces derniers temps. Et donc, on a à la fois des Français qui considèrent que, des actifs qui considèrent que la communication a été plutôt transparente, et puis une partie importante, un peu plus d'un tiers, qui considère au contraire que le climat s'est dégradé. Donc je pense que l'enjeu de l'interne, l'enjeu du dialogue en interne des entreprises, c'est aussi quelque chose de très important. Juste d'un mot, pourquoi ça s'est dégradé ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Un manager trop présent, un manager trop intrusif, c'est quoi leur difficulté, si vous avez affiné l'étude ? Oui, mais je pense, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est, je pense, une forme de lassitude aussi et d'une perte de motivation. Ouais. Vous savez, quand vous travaillez pas forcément sur site, alors au-delà des métiers qui nécessitent d'être sur place, il y a une forme d'épuisement.
moral, psychologique qui se fait. Et puis ensuite, la deuxième raison, c'est ce que je viens de vous évoquer, excusez-moi, c'est que le travail, c'est aussi être en communication, en relation avec les autres. Avec un écran interposé, on perd finalement un petit peu le sens aussi de ce que l'on fait. C'est la limite du numérique d'ailleurs, parce qu'il avait été vanté comme un outil indispensable. Et là, on voit les limites de cet outil, parce que les gens ont besoin, ça vient un peu tordre le cou à tous ces outils du 2.0. Les gens veulent parler avec d'autres. Sur cette question du télétravail, Jean-Michel, je sais que vous êtes un tout petit peu penché sur le sujet. C'est plutôt les PME qui ont des difficultés à s'adapter. Les grands groupes, selon nous, et avec les DRH qui viennent sur nos plateaux, globalement, elles s'appliquent à respecter la règle, globalement. Ça joue le jeu, mais pas dans les petites boîtes. C'est une question de visibilité. Quand vous risquez moins d'être pris par la patrouille, voilà, notamment en région, dans des PME, des TPE, le chef d'entreprise a une vision certainement un peu paternaliste de la gouvernance et du management. Et donc, j'ai plusieurs exemples en région de gens de mon réseau qui me disent, alors qu'ils pourraient parfaitement, pour presque la totalité de l'effectif de l'entreprise, travailler de chez eux en télétravail, il n'est même pas question de dire ils peuvent travailler moitié au bureau, moitié chez eux. Le chef d'entreprise ne veut absolument pas de télétravail, et les collaborateurs travaillent 5 jours sur 5 au bureau. Et alors je pense notamment à une amie dans la région de Cannes, justement, la moitié de l'effectif de l'entreprise est au lit avec la Covid, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a attrapé, et comme le travail n'a pas changé, même en termes de distance de sécurité, les gens continuent à travailler autant dans les mêmes bureaux, et résultat, c'est un très bon exemple, que la démarche du gouvernement est quand même une démarche salutaire, parce que d'œuvrer en ce sens aide incontestablement à lutter contre la propagation du virus. Alors ce chiffre, on avait mis, je crois, la petite phrase de Jean Castex d'hier, où il incite assez vivement les entreprises, qui fait d'ailleurs écho à ce qu'avait dit Elisabeth Borne en septembre dernier, où elle était allée visiter des entreprises, rappelez-vous, en disant attention, je vais faire des visites, il y aura des contrôles. Donc je pense qu'il y a une pression qui est mise, évidemment. Alors nous n'utilisons pas suffisamment le télétravail, dit-il, il s'agit d'un sujet de fond et de long terme qui vient faire écho à l'idée qu'on ne va pas s'en sortir comme ça, mais la crise impose de prendre des mesures urgentes exceptionnelles, en essayant d'expliquer que et c'est très paradoxal cette phrase, à la fois il parle d'urgence et exceptionnelle, tout en expliquant quand même la durée et le fait qu'on est en train d'enraciner le procédé, donc on ne sait pas trop exactement comment les choses vont aller. Et regardez ce chiffre sur les 34% des Français qu'on va découvrir, qui, 36% des Français pouvant télétravailler facilement ne l'ont pas fait. Alors ça, il y aura une polémique Stewart Shaw sur cette expression, parce qu'on peut se demander quand même si c'est de la faute du chef d'entreprise. Jean-Michel Garrigue l'évoque, c'est le patron. Parce que là, on dit les Français, de nouveau, on nous criminalise, on nous infantilise, on dit c'est encore vous qui jouez pas le jeu. C'est un peu plus compliqué que ça. Quand un chef d'entreprise exige que son collaborateur soit sur site, il ne peut pas faire valoir le fait que Jean Castex a parlé à la télévision hier et qu'il a le droit d'eux. Sur le plan du droit du travail, c'est très complexe. Absolument. Mais c'est en rapport à ce que disait M. Garrigue au tout début, très justement, c'est qu'il y a des injonctions parfois un peu contradictoires. Ah oui. C'est-à-dire qu'on demande aux équipes de continuer à être motivées, de produire, et puis en même temps, productifs exactement, et on leur refuse aussi parfois de revenir sur le travail alors qu'ils en auraient besoin. Donc c'est effectivement le mot de schizophrénie me plaît bien. Je pense qu'il y a des injonctions qui deviennent de plus en plus contradictoires. Comme la phrase qu'on vient de voir, vous avez vu, elle est totalement contradictoire. Exactement. Et donc il y a cette urgence un peu. On s'inscrit dans le long terme, mais c'est urgent et exceptionnel. Absolument. Alors c'est quoi ? Et donc je pense que ça amplifie ce côté un peu illisible sur la suite, et je pense que c'est plutôt néfaste. Petite bascule sur le caractère illisible et les inquiétudes des Français. C'est vrai qu'il y a une sorte de pression médiatique qui est un peu agaçante depuis presque un an maintenant, où on nous fait monter les annonces du président de la République, d'un discours qui n'a finalement pas eu lieu, puisqu'il a parlé comme ça, je dirais, entre deux portes devant une caméra de TF1, dans des conditions un peu d'ailleurs particulières. Et puis finalement, pchoup, ça a fait pchit, comme dirait un ancien président, pas de confinement. Nous voilà donc dans une situation quasi normale, alors qu'on nous avait expliqué la semaine d'avant que les indicateurs étaient terribles, qu'il fallait s'attendre au pire, et que ça génère évidemment chez nous, les Français, une sorte d'angoisse véritablement physique, puisqu'on attend comme ça, fébrilement, une information qui finalement va être contredite par les faits, puisqu'on n'est pas confiné. Comment vous l'avez vécu à titre personnel ? C'est intéressant de savoir aussi, vous êtes des salariés, vous êtes des citoyens, comment vous vivez ça et comment vivent ceux que vous rencontrez ? Espèce d'idée qu'on fait monter la sauce et puis tout d'un coup, pouf, ça retombe comme un soufflet. Non, finalement, allez-y, continuez. C'est très étrange.
C'est d'autant plus étrange que j'ai, du fait de mes études, quelques contacts dans le monde du pouvoir, quel que soit le pouvoir d'ailleurs, et jusqu'au dernier moment, ces gens autorisés, va-t-on dire, s'attendaient à une annonce de confinement Tous ou presque, hein. de la part du président de la République. En fait, c'est peut-être une erreur de ma part, mais je pense que les événements aux Pays-Bas ont eu une incidence importante sur la décision du président de la République. Les violences dans les rues, violences. les manifestations très violentes. Les Pays-Bas sont un pays traditionnellement calme, comme plutôt, je dirais, les démocraties ou les monarchies du Nord de l'Europe. Sont plutôt des gens, ils ne descendent pas dans la rue tous les 4 matins. Il y a eu une explosion de violence liée au 3e confinement, de pillage, de black blocs locaux, si je puis dire. Et je pense que ça fait très peur au président de la République parce qu'il sait que socialement, la France est une poudrière permanente. Encore plus, on l'a vu avec les gilets jaunes. L'année 2020 était une année extrêmement difficile. On l'a bien vu aussi sur le premier confinement. Beaucoup de gens l'ont vécu d'une manière relativement agréable et heureuse. C'était la première fois que ça arrivait. Loin d'être tout le monde, mais c'était une expérience intéressante pour beaucoup de gens. Tout à fait, c'est ce qu'on a. Le deuxième a déjà créé beaucoup d'effets déceptifs et de désillusions chez ceux qui l'ont vécu. Et l'annonce d'un 3e, moi, autour de moi, l'annonce presque certaine de ce 3e confinement entraînait, même chez des dirigeants et chez les managers, un gros effet déceptif, un ras-le-bol, en disant, voilà, on en a assez, on comprend et une angoisse pour l'avenir, une angoisse sur l'avenir. Comment vous regardez cette situation? Est-ce que les Français, vous les avez sondés, et je prolonge ce que dit Jean-Michel Garrigue, cette idée que pendant presque un an, les blouses blanches ont tenu la corde et les décisions importantes, parce que c'est de ça dont il était question, et que là, il y a une sorte de mouvement un peu de balancier où le président prend un paramètre supplémentaire, qui est le paramètre des tensions psychologiques, des tensions sociales, et ce paramètre-là est venu faire pencher la balance de l'autre côté. Ça, c'est un élément nouveau quand même. Bien sûr. Non, je pense que l'opinion est effectivement une donnée à prendre en considération. Et la prise d'évidence. La prise de toute évidence. Mais je pense qu'effectivement, pour abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit, on est face à une nouvelle temporalité, on l'avait un peu évoqué il y a quelques semaines sur votre plateau, où on est face à une France que j'appelle bifide. Bifide, c'est fendu en deux, vous avez comme la langue du serpent. C'est-à-dire que vous avez d'un côté une majorité très courte de Français qui considèrent qu'effectivement il faut prendre des mesures restrictives supplémentaires, comme un nouveau confinement, et une autre majorité, 48% des Français, qui considèrent que ça ne doit pas être la solution. Ce que veut dire ces deux chiffres, je pense qu'il y a, bien sûr, il y a 3 enjeux. Le premier, c'est une érosion massive de l'adhésion, de l'acceptabilité de ces mesures. On est passé de 93% au premier confinement à 52%. Donc j'imagine pas s'il y a un confinement dans les semaines qui viennent. Qu'on annonce, il faut le préciser. Qu'on annonce. On nous dit c'est mars maintenant. Absolument, absolument. Donc l'adhésion, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte. Et le deuxième indicateur qui, je pense, est un des signaux faibles qu'il faudra prendre en compte, c'est ce clivage générationnel qui commence à prendre un peu d'ampleur entre les jeunes et les seniors, où on se pose la question de, finalement, quelle génération sacrifier au prix de la préservation, de la protection de l'autre. Je pense que c'est une donnée aussi qu'il faudra prendre en compte. Et des jeunes qui commencent doucement mais sûrement à gronder. Un mouvement étudiant, des syndicats étudiants qui montent le ton, une jeunesse non syndiquée qui commence à s'ennuyer profondément dans ses appartements avec des petits budgets. Ça, c'est aussi, à mon avis, un paramètre que la ministre de l'enseignement supérieur doit apporter sur le bureau du président de la République. Le défi générationnel, ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire effectivement pouvoir, tout en soignant une partie, ne pas négliger une autre qui rentre sur le marché du travail, parce que c'est de ça dont il est question. Oui, aujourd'hui, un des sujets vraiment importants, ce sont les impacts de ce que nous vivons, le télétravail, le couvre-feu, une espèce de confinement de fait. Des étudiants, par exemple, puisqu'ils ne peuvent plus sortir, le couvre-feu les oblige à rester chez eux à partir de 18h. L'impact de toutes ces mesures sur la santé est en train de prendre une importance très grande. On voit... Ça peut nous tuer aussi. Les publications se multiplient, les déclarations sont de plus en plus nombreuses. Les magazines en font les couvertures de leur numéro actuel sur ce sujet-là. Je crois qu'il va falloir faire très attention à savoir passer des signaux forts aux signaux faibles.
les signaux forts, ceux qui ont des conséquences manifestes de la pandémie, du confinement, du télétravail, du couvre-feu, c'est-à-dire ceux qui sont malades, qui sont en arrêt maladie, Donc qui font des burn-out. il faut les vacciner en urgence. Mais ça m'amène à vous parler des vaccins, évidemment. Mais ça, ce sont des signaux forts. Et puis, il y a tous ceux dont la santé mentale, et je dis ça, je dirais non pas péjorativement, dont la santé mentale se dégrade au fur et à mesure des semaines et des mois, mais il n'y a pas encore de signes manifestes. C'est-à-dire, ils ne sont pas en arrêt maladie, ils ne sont pas en dépression. Voilà. C'est une mèche lente. Exactement. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention à ça parce que le jour où ces signaux faibles, non détectés, vont se transformer en signaux forts, là, les conséquences peuvent être importantes. Stewart Cho, juste pour faire la bascule, il y a quand même un enjeu. J'ai vu que les chiffres de notre économie ne sont pas si mauvais. Les investissements des entreprises se maintiennent, donc il n'y a pas une chute des investissements. Il y a une énorme capitalisation d'épargne des Français qui sont dans une prudence absolue, qui est un nouveau casse-tête pour le gouvernement, parce que cette épargne, c'est de l'argent qui ne circule pas dans les veines de l'économie. Sur la bataille des vaccins, les Français... On a eu un débat un peu philosophique au début, avant que le premier vaccin arrive. Les Français ne veulent pas être vaccinés. Moi, j'ai l'impression, vous sondez les cœurs, que c'est plus un sujet, non? J'ai l'impression qu'il n'y a plus de débat sur cette question. Tout le monde a bien envie d'être vacciné, non? Alors, on a fait une étude pour Libération qui a été publiée la semaine dernière, oui, où effectivement, il y a maintenant une majorité de Français qui se décident à aller se faire vacciner. Tout va bien, quoi. Mais je pense que ça traduit, là pour le coup, sur une question de stratégie d'opinion peut-être, ça traduit une stratégie qui peut-être n'a pas été la bonne du gouvernement, c'est-à-dire cet excès de prudence a généré des craintes et des incertitudes quant à l'efficacité vraiment de ce vaccin. J'espère, en tout cas, les études d'opinion, semaine après semaine, montrent qu'effectivement, il y a une adhésion de plus en plus importante des Français quant à la vaccination. Je pense à la phrase de Bernard Tapie chez nos confrères de France 2 qui dit « mais le président doit faire des réformes, même s'il risque gros, notamment sur les questions de vaccins ». Est-ce qu'il y a une prudence liée à la justice? Est-ce qu'il y a comme ça, dans le gouvernement, une espèce d'hésitation aussi? Parce que le gouvernement, évidemment, faisant un pas de travers ou un mauvais pas, pourrait se retrouver condamné devant les tribunaux pour mise en danger d'autrui, en quelque sorte, et des Français. Est-ce que ça justifie pas toute cette prudence et donc ces hésitations? Évidemment oui. Et puis ne pas oublier aussi que nous sommes à 15 mois d'une élection présidentielle et que forcément les Français... Ça c'est un autre paramètre. Hein. C'est difficile d'être Mikhaïl Gorbatchev ou Gerhard Schröder. C'est-à-dire des dirigeants qui ont fait passer, me semble-t-il, l'intérêt collectif avant leur intérêt individuel et leur carrière. Ce n'est pas une attaque vis-à-vis du président de la République. Je dis simplement que il est jeune, il va très certainement se représenter, il a de bonnes chances d'être réélu parce qu'en face, pour l'instant, il n'y a pas grand monde, sauf si quelqu'un fait Emmanuel Macron bis en 2022, c'est-à-dire venant de nulle part et s'impose sur le jeu politique. Mais voilà, tous ces éléments-là, la responsabilité juridique, les incidences pénales, l'approche d'échéances électorales importantes font que le risque d'ailleurs serait que bientôt le gouvernement soit paralysé dans sa prise de décision, justement à cause de ça. Juste sur les sondages, le stop and go, beaucoup s'en sont plaints, on confine, on déconfine, on hésite. Il y a aussi un stop and go dans les sondages, parce que le président Macron reprend des couleurs, par cette décision, parce que les Français lui sont gré. Attention, parce que derrière, le retour de bâton peut être violent. C'est-à-dire que si au mois de mars, de nouveau, on a un confinement de 3 semaines, on peut imaginer que c'est très dangereux pour le président, ce type de stratégie-là. Sur la stratégie politique, je dirais. Bien sûr, on peut effectivement penser que c'est conjoncturel, cette embellie. Force est de constater que sur les différentes études d'opinion qui ont été réalisées depuis 1 an, voire 2 ans, on a un socle électoral du président de la République qui est extrêmement solide. Dans les dernières intentions de vote qui ont été publiées par mes confrères, on le voit très bien, c'est-à-dire que le rapport de force politique aujourd'hui, il se fait entre 2 personnalités, qui sont Marine Le Pen et le président de la République, les 2 personnalités qui sont les plus à même aujourd'hui à maintenir leur socle électoral, alors qu'on a quand même vécu 2 dernières années de crise. Avec un sondage premier tour, deuxième tour, le premier publié dans les colonnes du Parisien, où Emmanuel Macron a un socle de 24%. Et en cas de duel second tour, ce qui ne veut rien dire à 2 ans et demi, mais en cas de duel, c'était Marine Le Pen 52, 48 pour Emmanuel Macron. Absolument. Donc là, on voit que la crise Covid est là quand même une énorme pression dans les sondages. Et les mois qui vont venir sont déterminants. Vraiment, sur le plan politique, ils sont déterminants. Vous êtes d'accord ?
Merci, vous ne prenez aucun risque, hein, parce que vous n'avez pas de boule de cristal. Évidemment, les sondeurs sondent. Jamais. Et Jean-Michel analyse. Évidemment, vous n'allez pas prendre de risque majeur. Mais personne n'en prend. Est-ce que vous ne remarquez pas qu'en ce moment, les leaders politiques, à de rares exceptions près, sont prudents. Sont extrêmement prudents. Ils se cantonnent dans un mutisme, vraiment, un silence assourdissant, dirait-on. Parce que la situation on est dans un brouillard total. Parce que voilà. Ils se rendent bien compte que de critiquer gratuitement, c'est un sujet. Voilà. Quelle position avoir, quelle position adopter? L'Union nationale face au Covid. Et qui a envie aussi d'hériter de tout ça? C'est cela. Oui, au fond, c'est cela. Parce que l'héritage de cette colossale dette, dont on parle finalement assez peu, va un jour devoir être remis sur le devant de la scène. Et c'est un vrai sujet pour les Français. Vous viendrez nous en reparler de cette dette, parce que c'est un vrai sujet à part entière. Merci Stewart Chaud d'être venu. C'est pour Via Voice. Vous êtes directeur opinion chez Via Voice, avec beaucoup d'études, tant à l'IB que dans d'autres médias. Puis merci à Jean-Michel Garrigue, BLB associé, ancien DRH, faut-il le préciser. C'est un plaisir de vous accueillir. C'est pas tout à fait terminé, vous le savez, il y a Fenêtre sur l'emploi, et le vendredi, c'est le livre de Smart Job. Là, c'est un livre qui met un petit coup de pied dans le système, sur la technologie partout, démocratie nulle part. C'est évidemment la mainmise des GAFA, du numérique. On vient d'en parler, d'ailleurs, d'une manière incidente. On va en reparler avec l'un de ces auteurs de ce livre. Il est avec nous, c'est notre invité. Le livre de Smart Job, c'est tous les vendredis, des auteurs, là c'est un livre écrit à 4 mains. Irénée Regnault, merci d'être avec nous. Merci. Fondateur de l'association Le Mouton Numérique. On va en parler parce que c'est évidemment la matrice de votre pensée. Et puis ce livre, Technologie partout, démocratie nulle part. Alors c'est très intéressant parce que ce livre renvoie à plein de sujets qui intéressent les sondeurs. D'abord, pourquoi ce titre ? Très punch, très rentre-dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les technologies numériques, les évolutions qu'on connaît depuis une vingtaine d'années, qui vont à une vitesse folle, ont toujours été prises sans l'assentiment du peuple et donc de la démocratie. C'est ça l'idée? Oui, il y a une idée centrale qui est celle-là, qu'effectivement on manque de délibération démocratique à l'endroit des choix technologiques, d'où le sous-titre. Le titre est punchy, le sous-titre plaidoyer pour que les choix technologiques deviennent l'affaire de tous. C'est un petit peu long, mais l'idée c'est aussi de tourner les choses en positif et de dire que on a déjà, au-delà du constat, plein de manières de faire démocratie mieux à l'endroit des choix technologiques. Parce que vous posez un problème aujourd'hui qui heurte tous les Français, c'est-à-dire mes données personnelles, ma 5G. Est-ce que je suis libre avec Internet? Est-ce que je ne suis pas plus heureux en allant voir mon collègue à la cafette que d'être en visio toute la journée? Finalement, tous ces sujets-là tournent autour du même sujet. C'est ma liberté, c'est le fait que les GAFA m'espionnent, parce que c'est un grand sujet aussi. Quelles sont vos positions sur tous ces sujets qui ne sont pas reliés les uns aux autres, mais qui ont tous un fil rouge qui est le numérique? En fait, je pense que le point central du livre, c'est de dire la technologie, au même titre que beaucoup de choses qui structurent la vie sociale, par exemple le droit du travail, pour ne citer qu'un seul exemple, justement, la technologie a cette capacité à structurer justement la vie sociale. Et de fait, ça paraît quand même ahurissant que, alors que dans d'autres champs, on puisse choisir, entre guillemets, avec des systèmes électoraux divers, des systèmes démocratiques divers, à l'endroit du choix technologique, ça semble tomber du ciel, en fait. Et depuis 10 ans, en matière numérique, on a une prise de conscience qui est phénoménale, qui est due à tous les phénomènes, épiphénomènes que vous citez, et une grandissante maturité dans la société. Donc c'est aussi ça que nous, on essaye de voir, pas seulement une opposition entre les Amish et puis ceux qui seraient pour le progrès, parce que ça, évidemment, c'est caricatural, et puis c'est surtout sociologiquement tout à fait faux. On essaye de voir la complexité, justement, sociologique des différentes contestations. C'est pour ça qu'on va, évidemment, en France avec la 5G, mais aussi à Toronto, où des groupes de citoyens se sont érigés contre un projet de Smart City, et on finit par gagner en pleine période Covid. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Avec les GAFA qui se positionnent, c'est Google, c'est toutes ces grandes marques qui vous amènent les poubelles roulantes, qui vous amènent la voiture qui va bien, espèce de monde merveilleux, presque de science-fiction qu'on nous amène sur un plateau. Concrètement, vous qui êtes au cœur de cette problématique, quand on voit des reportages où des inventeurs de technologies qui se sont greffés sur des téléphones smartphones qui disent « moi j'ai tout déconnecté, j'ai plus d'ordinateur, j'ai même fait un procès à Google pour qu'on retire le rolling », qui est le geste que tout le monde fait, qui en est l'inventeur, qui dit « mais on en meurt ». Est-ce que vous allez jusque-là? Est-ce que vous vous dites à un moment donné, on est allé tellement loin dans cette technologie qu'on va rebasculer dans l'autre sens, sans aller jusqu'aux Amish, mais il y a quand même des gens qui pensent à ça aujourd'hui. Alors effectivement, depuis
3 ans, disons, il y a au sein notamment de la Silicon Valley un phénomène qui s'appelle le techlash. Et donc tous ces anciens salariés qui, comme vous le dites, sont allés un petit peu faire leur mea culpa. Ils divorcent. Ils divorcent. Bon, pour autant, un certain nombre d'entre eux, derrière, ont reconstitué d'autres formes d'entreprises ou des agences, etc. Donc il y a un mouvement éthique qui est né. Et à peine est-il né, ce même mouvement éthique est dévoyé, puisqu'il se concentre sur les personnes, malheureusement, peut-être un petit peu trop, parfois sur des fonctionnalités, assez peu sur les structures. C'est vrai. Donc, ce qu'il faut étudier aujourd'hui, c'est vraiment au-delà de... C'est un peu, j'allais dire, ce qui va mal dans les réponses éthiques qu'on donne à l'endroit de la technologie. Tout le monde parle d'éthique de l'intelligence artificielle, d'éthique de cela, d'éthique de ceci. On en vient à dire qu'il faut faire de la reconnaissance faciale éthique pour reconnaître aussi bien les personnes blanches que les personnes noires, alors qu'on devrait discuter de la légitimité même de déployer des systèmes de surveillance. Mais vous y êtes favorable à cette question? Parce que c'est vrai que de plus en plus, il y a des sociétés qui viennent sur ce plateau qui sont très en avance, mais qui nous disent la RGPD, la CNIL nous empêchent d'avancer sur ces sujets. Est-ce que vous dites on est dans une marche, je dirais, naturelle du monde et qu'après tout on ne pourra pas lutter contre ces technologies, ou est-ce que vous dites, est-ce que vous vous érigez, vous, en opposant à ces technologies? Mais ce que j'essaie d'opposer, ce qu'on essaye d'opposer dans le livre, c'est plutôt de dire que quand on fait un peu d'anthropologie des techniques, il n'y a pas d'avance et de retard en fait. Il n'y a pas de sens à la technologie comme il y aurait un sens à l'évolution du vivant, parce qu'il n'y a pas non plus de sens à l'évolution du vivant. La vie est foisonnante, c'est très étrange, disait Darwin, et la technologie. Il y a aussi cette technodiversité qui existe et qui vous fait vous dire que finalement, demain, plus de reconnaissance faciale, ce n'est pas du tout une évidence, c'est juste un choix économique qu'on peut comprendre par ailleurs, mais auquel il faut opposer tout simplement des contre-pouvoirs. Et ces contre-pouvoirs aujourd'hui, que ce soit la CNIL, qui a quand même un petit peu des avis timorés, surtout sur la loi sécurité globale en ce moment, ou d'autres instances qui existent, il y en a plein des instances qui régulent le progrès technique, elles sont trop faibles aujourd'hui, et c'est pour ça que ça déborde, et c'est pour ça qu'on a des mouvements citoyens, et c'est pour ça qu'on ne peut plus tenir justement dans le cadre de ces institutions. Il faut lire votre livre évidemment, parce que c'est un éclairage instructif, sociologique, documenté, mais sur le fond des choses, est-ce que les GAFA sont véritablement les maîtres du monde? La question a été posée à Trump, puisque aujourd'hui Biden arrive et veut reprendre la main sur ces GAFA. Il s'est aperçu du danger, du mastodonte, du monstre qu'ils avaient créé. Comment on fait? On revient en arrière, c'est possible ou pas, avec la puissance financière de ces entreprises? Non mais déjà, je pense qu'il ne faut pas non plus se laisser complètement berner par le fait qu'on n'a absolument aucun choix face à ces entreprises. Ah oui, c'est ce qu'on nous vend en tout cas. Oui, mais tout comme on nous a vendu qu'Internet n'avait pas de frontières et que par définition la technologie allait dans un sens et qu'on ne pouvait rien faire. Quand on regarde les contestations locales, que ce soit Amazon, que ce soit Google, que ce soit justement toutes ces entreprises qui je sais pas, qui font des contrats avec l'armée, qui ont des pratiques en termes de harcèlement qui sont catastrophiques, qui fournissent aussi un certain nombre de produits et de services qui sont justement utiles et efficaces, il faut aussi le dire. C'est le bien et le mal. Exactement, mais ces contestations-là aujourd'hui sont tellement fortes qu'elles peuvent, à la marge peut-être, mais changer les choses. Ce mois-ci, chez Google, on a eu, et c'est quand même notable, la création d'un syndicat. Et c'est une première, et c'est un syndicat de travailleurs. Enfin, c'est pas un gros mot le mot syndicat, mais c'est un syndicat de travailleurs qui sont des cadres en fait. Et leurs contestations. Qui sont des cadres, c'est vrai. Pour la plupart. Et qui tirent leurs contestations de combats qui viennent d'autres catégories sociales, qui sont concrètement les femmes racisées à la cafette. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a une sorte de convergence. On avait des femmes noires qui critiquaient justement ces entreprises pour des raisons de harcèlement. On se retrouve aujourd'hui avec une forme de convergence des luttes, avec d'autres catégories sociales qui vont dénoncer des contrats avec l'armée et l'utilisation abusive de systèmes de surveillance sur des migrants, sur des populations, j'allais dire, racisées, ou etc. etc. Et donc, évidemment, il y a quelque chose. Vous êtes passionnant, j'ai débordé, vous voyez, c'est ce qui est très bon signe. C'est passionnant. Lisez ce livre, et c'est intéressant, un mouvement social à l'intérieur de Google. Voilà, là, vous êtes en train, c'est pas de la science-fiction, hein, c'est bien réel ce que vous nous décrivez. Irénée Regnault, vous avez coécrit avec elle, Benayoun, ce livre, Technologie partout, démocratie nulle part. Je n'avais pas cité l'éditeur, FYP Édition, FIP, comme la radio, mais avec un Y. C'est ça. Et édition avec un S. Merci Stewart Chaud d'avoir écouté. Je vous ai vu passionné. Oui. Ça, c'est des choses qui, évidemment, nous font beaucoup réfléchir sur ce qu'on est aujourd'hui comme citoyen avec cette satanée technologie qui nous envahit. Voilà, c'est du lierre, tout ça. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Kylian Soula à la réalisation. Merci à nos amis du son. Merci à Pauline. Merci à Caroline et à Victoire qui étaient avec nous. C'est une belle équipe. Je vous retrouve lundi pour de nouvelles aventures en direct, comme chaque jour. Passez un bon week-end et puis regardez nos programmes sur Bismart. Évidemment, ne vous en privez pas. Bye bye.